Merci à tous de votre attention. Donc là, le dernier thème, il porte sur la question de la crise. On est en train d'avoir, comme vous savez tous, ces enjeux de transformation de marché avec des marchés financiers qui sont perturbés, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt qui augmentent. Donc on ne sait pas très bien où on habite aujourd'hui. Néanmoins, il faut piloter sa fintech, sa scale-up dans ces conditions-là. On voit que on en parlait ce matin, les conditions de marché de levée sont un peu plus dures aujourd'hui. Donc vraiment une grosse période d'incertitude. Et donc la question qu'on doit se poser ensemble maintenant, dans ce panel, c'est de se poser la question de comment gérer cette conjoncture, comment gérer cette phase de transition et comment chacune des scale-up va s'adapter. Donc peut-être commencer avec toi, Christophe, de présenter Zelros, ton modèle, et puis on rentrera un peu plus, on fera un tour de table et on rentrera dans ces échanges et dans ces questions un peu stratégiques. Oui, bonjour à tous. Donc Christophe, le cofondateur et CEO de Zelros. Alors Zelros, on est un éditeur de logiciels et technologiques. On développe une solution pour les acteurs de l'assurance, de la banque assurance ou des courtiers, en fait, qui les aident à mieux distribuer, mieux personnaliser et de façon plus proactive, mieux proposer des couvertures adaptées à leurs clients. On a aujourd'hui une vingtaine de clients en Europe et de premières références également en Amérique du Nord. Voilà, donc on est un éditeur SaaS B2B et sera ensuite effectivement, ça sera une clé de lecture pour les vis-à-vis du contexte actuel économique dont on parlera après. Voilà, avec des revues de licence, et donc on va en reparler, un business model aussi, en quoi il l'aide à passer ces prochains mois. Hervé, je te laisse continuer pour te présenter ta société, ton modèle. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le cofondateur et le CEO de la société Scaleit, qui s'appelait TacPay il y a encore un an. On est éditeur, exactement comme mon voisin de droite. Nous sommes un développeur technologie, un éditeur logiciel, et nous développons une solution qu'on appelle un core banking platform. Donc c'est l'IT de la banque, l'IT d'une société financière. Voilà, on est sur un marché intéressant, donc un marché B2B. Nos clients sont tous, sans exception, des entreprises qui ont une licence leur autorisant à manipuler de l'argent, donc banque, établissement de paiement, société financière. Et nous leur apportons en SaaS une solution leur permettant de gérer l'ensemble de l'IT et l'ensemble des fonctions du cœur de la banque. Et donc Christophe, pour continuer. Voilà, le dernier. Donc moi je suis Christophe Descamps, j'ai une double casquette. Je suis directeur général de l'Innovative Platform au sein de la Française. Donc en substance, on vient apporter des outils et services pour assister la distribution et ou la gestion de l'asset manager, donc la Française filiale du Crédit Mutuel. Puis j'ai une deuxième casquette, celle pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai monté il y a quelques années en entrepreneuriat une structure qui s'appelle Money One et qui fait du direct to consumer. Donc en substance, on est un distributeur d'épargne directement de l'asset manager à l'épargnant. Au final, on vient désintermédier en fait, tout simplement par le biais de canaux digitaux. Et on a comme stratégie de venir attaquer majoritairement du mass market, du retail. Donc on est vraiment dans une logique de pédagogie absolue, bien fondée de l'épargne, démocratisation de l'épargne. Et pour ça, on utilise le levier qu'on a à être asset manager et distributeur. Ça veut dire qu'on adapte l'offre à la demande, on vient bouger les produits pour qu'ils se rentrent dans des modèles de consommation beaucoup plus classiques, connus sur le commerce traditionnel. Par exemple, on fait des logiques où aujourd'hui on s'abonne à Netflix, à Spotify, etc. On est dans une logique de consommation d'abonnement. On fait exactement la même chose dans la logique de consommation d'épargne, par exemple. On vient adapter une offre à une demande par un canal digital. Voilà, en gros, substance. Et du coup, avec la hausse des taux d'intérêt, ça va avoir un impact direct sur l'épargne, aussi en termes d'arbitrage. Il va y avoir un crédit crunch, donc il y aura moins d'argent mis dans l'immobilier, donc peut-être plus en placement. Donc là, j'imagine que vous anticipez dans notre stratégie ce retournement de marché? Alors bien évidemment. Alors nous, la logique, c'est qu'on ne distribue pas que de l'immobilier, mais c'est une part très importante de la réalité de ce qu'on distribue. C'est là-dessus qu'on a un savoir-faire assez performant. Et on a un modèle très disruptif puisqu'on est aussi dans une logique dans cette désintermédiation, on donne un bénéfice financier et économique à l'investisseur. Donc on est hyper compétitif. Ça serait vous mentir que de vous dire qu'on ne constate pas depuis quelques mois que les taux d'intérêt montent, que le premier impact que ça a eu, c'est sur l'octroi de crédit.
c'est extrêmement violent. L'immobilier, c'est quand même quelque chose qui s'achète pas mal à crédit. Donc là, l'octroi de crédit, les taux d'usure des banques, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, pour bénéficier d'un crédit aujourd'hui, ça devient très compliqué. La réalité de la hausse des taux extrêmement rapide, elle a comprimé complètement le bien fondé de l'effet de levier. Donc mécaniquement, il y a un ralentissement assez fort sur la réalité de la distribution de ce produit. En parallèle de quoi on a constaté, et on constate tous les jours, on vit tous dans le même monde. Il y a quelques critères anxiogènes en ce moment. Hein. On parle de la hausse des taux, la guerre à la frontière de l'Europe, l'énergie qui augmente, les grèves à répétition un peu partout. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont en critères anxiogènes. Et donc, quand on est dans quelque chose de démocratisation de l'épargne, où la première chose que j'ai à vendre, moi, c'est le bien fondé de l'épargne. Et puis une fois que les gens sont convaincus du bien fondé de l'épargne, c'est qu'on a des solutions d'épargne. Aujourd'hui, avoir envie d'acheter le bien fondé de l'épargne dans l'environnement actuel, quand c'est pas intrinsèque à sa problématique et qu'on n'est pas vraiment dans quelque chose d'épicurien, c'est quelque chose qu'on va postponer, qu'on va décaler dans le temps. Donc voilà. Donc nous, évidemment, on réagit par rapport à ça. On a la chance d'être un acteur digital, on a des KPI partout, et nous on drive la réalité de nos dépenses par le biais du coût d'acquisition. Et quand il évolue dans le mauvais sens, on réfléchit évidemment à la manière dont on va adapter notre stratégie. Parce que je pense également que cette hausse des taux d'intérêt va aussi impacter tous les entrepreneurs présents aujourd'hui à France FinTech, puisqu'il y a beaucoup sollicitent aussi des prêts entreprises, donc forcément l'argent va être plus cher. Est-ce que vous conseillez à le voir de votre côté, Christophe ou Hervé? Est-ce que vous n'avez plus besoin de prêts ou c'est quand même des mécanismes que vous pensez solliciter dans les prochains mois quand même? Alors déjà, effectivement, l'environnement actuel peut avoir un impact. En ce qui concerne Zelros, on a un avantage, c'est que nos clients sont des clients grands comptes. Donc je pense que le fait que nos acteurs soient des acteurs solides, où il n'y a aucune question effectivement sur leur pérennité, sur leur financement, nous donne un avantage par rapport à peut-être d'autres organisations qui sont plus en B to small B. Avec des ventes à des entreprises qui elles-mêmes sont impactées par le financement et donc peut-être réduisent leurs dépenses et donc par effet de chaîne pour avoir un impact. Donc ça c'est plutôt un avantage pour Zelros. Ensuite sur notre propre financement à nous-mêmes, c'est vrai que il y a un changement de paradigme sur les types de modèles que vont financer les investisseurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les investisseurs regardaient surtout la croissance un peu à tout prix. Aujourd'hui, ils vont se mettre à regarder également un peu plus bas dans le PNL, c'est-à-dire également les dépenses marketing et dépenses R&D. Donc la rentabilité. Alors nous, on n'est pas rentable parce qu'on est financé pour croître, mais il faut pouvoir démontrer une accession à la rentabilité un jour. Et au-delà de ça, même au-delà de l'EBITDA, on va regarder aussi la composition du cash. Donc comment, en fonction du business model, c'est sûr que le modèle SaaS B2B avec des souscriptions annuelles ou pluriannuelles et des rentrées d'argent en avance de phase du delivery sont assez vertueux également dans ce modèle. Donc voilà un petit peu les clés de lecture pour aujourd'hui finalement intéresser et définir la façon dont les investissements vont être faits. Alors nous, chez Skelit, on a également une particularité, c'est qu'on s'appuie sur deux marchés principaux. Le premier qui est le marché européen des EPEME et de l'ensemble des services de paiement qui sont en train de se développer, qui ont une forte croissance en Europe. Et deuxièmement, notre marché historique qui est le marché africain. D'une manière générale, les pays émergents, mais c'est beaucoup en Afrique qu'on s'est développé. On a des clients dans près de 25 pays aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant d'avoir ce type d'équilibre, parce que lorsque l'Europe est déprimée, l'Afrique se développe, et puis lorsque l'Afrique ralentit un peu, l'Europe se développe. On est plus à l'abri, on est un peu protégé de ça. Donc on a donc entre guillemets cette chance. Et en tant qu'acteur SaaS B2B, on vend un seul et même produit, qui est donc un corps bancaire. Et ce corps bancaire est utilisé soit par une banque au Burundi, soit par un établissement de paiement en Lituanie ou en France. C'est exactement le même service, nous, par le jeu des API qu'on fournit, qui permettent d'accéder donc au cœur du système. Ensuite,
la particularité aussi de la scale-up, c'est qu'on a trouvé un marché, on est dans une dynamique de croissance très forte. Hein. On a, par exemple, cette année, près de 90% de croissance, et on vise 100% l'année prochaine, donc on est quand même dans une dynamique de croissance. Et je pense que la crise dont on parle, pour des entreprises qui se présentent dans de la disruption, hein, on vient d'en parler, l'épargne digitalisée, il y a une forme de disruption forte. La crise est une opportunité avant tout, puisque dans le monde financier en particulier, les habitudes ont la vie dure et les acteurs disruptifs ont du mal à accéder au marché, qui est tenu en général par des géants. Et nous, dans notre position d'acteurs disruptifs, eh ben, le jour où il y a une crise, ben, on se dit pourquoi je dépenserais 100 millions quand finalement je peux en dépenser 2 ? Finalement, quand il n'y a pas de crise, c'est pas gênant de dépenser 100 millions. Quand il y a une crise, on réfléchit un petit peu. Et donc, moi, je pense que la crise est vraiment un vecteur d'opportunité, et en particulier pour les scale-up qui ont trouvé un marché, qui sont dans une logique de croissance forte, avec un produit qui a une présence sur le marché, avec des clients forts, etc. Voilà mon point de vue. Du coup, parce que là, c'est la scène scale-up, donc ça veut dire effectivement vous êtes déjà des entreprises qui flottent, même si bon, il y a investissement, etc., mais vous avez déjà passé cette phase d'amorçage. Par contre, quid des nouvelles startups qui vont arriver, qui sont encore en seed, où là, c'est encore un peu plus fragile. On risque d'avoir un resserrement de la fintech française finalement autour de ces scale-up. Est-ce que vous partagez cette vision ou vous voyez quand même des choses émerger autour de vous? Voilà, on mixe deux choses. Je rejoins sur le fait que la crise va ouvrir plein d'opportunités, notamment sur les scale-up. Il y a un deuxième lien, c'est que pendant des années, l'argent était gratuit. Donc là, on mixe deux choses. Une crise relativement violente et un argent qui est plus du tout gratuit. Donc mécaniquement, ça risque d'influer effectivement sur la start-up en essence qui aurait besoin d'argent de manière très court terme, parce qu'il va lui coûter beaucoup plus cher, il va être beaucoup plus dur à aller chercher. Donc, et dans un environnement où s'il n'y a pas quelque chose qui est extrêmement révolutionnaire, ça va être très très dur d'avoir une croissance assez rapide. Donc mécaniquement, ça risque de réduire le nombre d'acteurs. Je pense que, et je remets pas du tout en cause le bien fondé de tout ce qui a été fait en investissement et en venture capital sur ces dernières années, je pense que ça sera plus du tout pareil, que ça sera pas du tout regardé de la même manière, et que quand pendant des années, on a acheté une valo court terme, on va acheter une valo plus une rentabilité aujourd'hui. C'est plus du tout la même logique et la même stratégie. Donc pour moi, ça va être un élément assez fondamental. Les acteurs qui seront sur ces deux critères auront une chance de pouvoir lever des fonds. Et l'environnement, effectivement, va ouvrir certaines capacités, certaines opportunités. Nous, par exemple, on a pleine conscience du fait que sur le mass market, il va y avoir un ralentissement de l'investissement. C'est toujours un effet mécanique des crises. Ça fait 25 ans que je suis dans l'asset management, j'en ai vécu plein, 2008, 2011, etc. C'est toujours le même scénario. Donc voilà, ça ralentit, ça repart, c'est cyclique. Hein. Donc le ralentissement de l'investissement, il va être réel, de la part des investisseurs retail, je parle, mais toujours et systématiquement, ça permet d'ouvrir certaines opportunités. Et donc, oui, il va falloir être créatif, parce que l'argent n'est plus gratuit, et on est dans un environnement où on va avoir une moindre rentabilité. Alors là, tous les trois, a priori, on a la chance d'être sur des activités qui sont en croissance, qui ont de l'argent. Nous, on a fait un payback, on s'est lancé en 2016, on était en payback fin 2017, on a mis moins d'1 an et demi à être en payback, donc c'était plutôt extrêmement possible. Depuis, on n'arrête pas de gagner de l'argent et chaque année un peu plus, donc tant mieux. Nous, là, vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'envisage pas spécifiquement de venir modifier nos réalités de dépenses budgétaires. Par contre, on va les réallouer de manière différente. C'est extrêmement clair. On va pas brûler d'argent pour aller chercher de l'acquisition dont on est certain sur une certaine cible qu'on n'aura pas. C'est vraiment brûler du cash pour brûler du cash. Ça ne nous empêchera pas de continuer de communiquer, d'avoir un minimum de notoriété, etc., etc. Mais par contre, on va venir leverager davantage des choses qui sont moins visibles, mais qui auront du sens au moment où ça repart. Optimiser la plateforme, optimiser l'UX, etc., etc., les produits, les services. Voilà. Donc oui, un recentrage sur la conscience de la valeur de l'argent et recentrage sur vraiment l'essentiel pour passer la période et attendre le redémarrage. Hervé, en préparant cette table ronde, on échangeait avec toi sur le fait que comme vous êtes positionné sur les core banking systems, là il y a encore, et vous travaillez pour les grands corporates, ou moyens corporates, enfin dans les services financiers, donc c'est déjà des acteurs qui sont solvables, mais il y a tout un enjeu encore de transformation finalement de ces legacy systems, de ces vieux systèmes, et donc vous avez encore, j'imagine, beaucoup à faire devant vous. Oui, en fait, et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, les difficultés, les crises vont obliger probablement encore un peu plus les grands établissements bancaires
à se transformer et accepter le fait qu'elles doivent se transformer. Moi, je suis profondément convaincu qu'on est un peu à un tournant où la technologie est une vraie disruption, et en parallèle, les usages des utilisateurs, on en est tous témoins, poussent aussi beaucoup l'acteur bancaire à se transformer. Et donc, ce sont des opportunités. La transformation est une opportunité. Juste pour revenir sur les startups, moi je pense que effectivement, on a été dans un modèle où il y a eu des investissements extrêmement élevés avec une recherche de croissance à tout prix. Moi, c'est ma 3e société, donc j'ai un peu d'expérience et je suis déjà un ancien, donc j'ai un peu d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a aussi un modèle qui est très sain, qui est de développer un produit, d'essayer d'aller moins vite, mais de trouver un client et d'une certaine manière de se faire financer par son client. Et donc, c'est peut-être moins drôle, mais c'est tout aussi exaltant, en tout cas pour les entrepreneurs. Et c'est assez fascinant. Donc, une fois de plus, moi, je suis toujours très positif. Oui, il y a peut-être des difficultés. Oui, le monde change. Il faut s'adapter. Et donc, probablement, il faut développer un produit pour un besoin, trouver un financement de clients et puis évoluer comme ça. Oui, je partage. Je dirais que c'est plutôt les règles du jeu qui ont changé. Je pense que pour une jeune pousse, peu importe en définitive les règles du jeu, ce qu'il faut, c'est de les connaître à l'avance. Donc voilà, on donne 3 millions. Voilà l'objectif à atteindre. Si c'est celui-là à atteindre, c'est l'hypercroissance. On fait l'hypercroissance. Si c'est un développement durable, on fait un développement durable. En plus, l'argent, je pense qu'il est encore disponible pour être investi. Dans ce qui est très dur, effectivement, pour les jeunes pousses, c'est quand en cours de route, les règles du jeu changent. Alors c'est là qu'effectivement, quand on a appris à jouer avec certaines règles et qu'on y est habitué, et que ces règles sont tout à fait valables, mais tout d'un coup on dit maintenant on change les règles, alors là c'est très difficile. Donc je pense que se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, le financement il est là, ça financera pas n'importe quel projet, le tout c'est de connaître ces nouvelles règles. Et donc toi, Christophe, comme ton InsurTech travaille beaucoup sur la data et l'IA, là aussi il y a beaucoup d'enjeux de transformation des assureurs ou des retailers pour lesquels tu travailles, donc pour moderniser et aller chercher des gains du ROI, en fait, des technologies de ROI chez les grands corporates. Ouais, et je dirais, il y a eu une sorte d'attentisme ou d'interrogation de ces grands corporates de savoir est-ce qu'ils devaient se réinventer de l'intérieur ou éteindre l'existant et se réinventer de l'extérieur, peut-être en rachetant des néo-assureurs ou des néo-banques, etc. Bon, maintenant que les choses se clarifient un peu, les nouveaux players dits full stack ont quelques difficultés, y compris en bourse aux États-Unis, etc. Et que ce modèle pose des questions. Le modèle historique des hackers traditionnels redéploie avec un certain vent en poupe. Et donc là, la décision effectivement de se digitaliser, je partage complètement, redémarre de plus belle et pas du tout remise en question et au contraire est confirmée. Donc les acteurs leaders d'aujourd'hui resteront leaders de demain en passant par la transformation. Et ça, c'est vraiment un élan qu'on sent. Puisque tout dépend de son business model dans la fintech. Vous êtes en service to corporate. Mais c'est vrai qu'il y a toutes les questions des néobanques qui ont levé énormément d'argent, qui ont des promesses aussi à atteindre. Et on sait qu'ils ne sont pas là, des Revolut, les N26 et autres. Donc là aussi, il va y avoir un peu un retour à la réalité, de se dire est-ce que ces néobanques arrivent ou pas à se rentabiliser. Et voilà, parce qu'il y a eu des valos énormes. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus sur l'écrémage potentiel. Je vous ai tout à l'heure en introduction que j'ai et c'est pour ça que je pense qu'il y a une longue vie pour vos business. J'avais une double casquette. J'étais dans une logique où on a drivé une plateforme de tech pour adosser des outils et services à la gestion et à la distribution à partir de MoneyOne, de manière à avoir un double impact positif. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est parce que la seule et unique manière de diffuser dans l'entreprise et de bouger un institutionnel, c'est de le bouger par le sol, parce que le top-down, ça ne marche pas. Quand on est sur des énormes paquebots qui ont des dizaines de milliers de salariés, vous pouvez le faire dans tous les sens, le paquebot, il ne bougera pas, il ira tout droit, quel que soit le pouvoir que vous avez. Donc l'intégration de start-up, de néo-technologie en B2B, ça a beaucoup de sens parce que par contre le management a parfaitement conscience du fait qu'ils doivent se transformer. Vous regardez les plans moyen terme de toutes les banques et les sociétés de gestion à 4-5 ans, elles sont toutes drivées par la tech et la digitalisation, toutes sans aucune exception. Et elles ne pourront pas le faire de l'intérieur ou de manière marginale, en tout cas pas totalement. Donc ça, c'est un premier élément qui fait qu'il y a encore beaucoup de place.
et pas mal de choses à faire. C'était pas la question que vous me posiez, mais c'est pas grave. L'avenir des néobanques et des néo-assureurs. Mais justement, par rapport à ça et par rapport à ces acteurs qui sont pleinement conscients du fait qu'ils doivent le faire, il y a des néomorques, elles vont tenir, elles vont faire le dos rond, etc. Et il y en a qui vont... C'est terrible, c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais c'est ce qu'on appelle dans les industries très très matures le biais du survivant ou la réelle opportunité. Elles vont, pour s'accélérer, elles ont aussi une manière très simple, c'est quand un acteur a le genou au sol et qu'il a une avance technologique, ils viennent l'acquérir à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il s'accélère. Donc, quand vous êtes un player qui a une position extrêmement dominante sur votre activité, avec 3-4 autres players, que vous voyez des gens qui commencent à disrupter votre marché, mais qui restent anecdotiques et avec des difficultés de rentabilité, si vous pensez que le modèle est relativement intelligent et que vous pouvez avoir une vraie scalability dans votre business model, voilà, ça va créer des effets d'opportunité. Donc, je pense que ça va faire... Il y en a qui vont tomber, voilà, ça c'est probable. Il y en a qui vont résister, et puis il y en a d'autres qui vont s'adosser. Voilà. Oui, donc, une belle vision de la consolidation du marché. Côté Zelros ou côté Scalit, vous pensez que cette phase-là est pour vous aussi une opportunité d'aller acheter, acquérir peut-être des savoir-faire chez d'autres? Il y a des opportunités à regarder en France ou en Europe pour vous? Oui, complètement, des partenariats dans les deux sens d'ailleurs. Nous adosser à d'autres ou effectivement que d'autres s'adossent à nous. C'est des opportunités aussi, on en va parler, mais peut-être sur le marché de l'emploi aussi qui était très tendu en termes de recrutement de talents, de métiers tech, de développeurs, etc. avec des inflations assez folles. Je pense qu'ils vont là un peu retomber et puis des opportunités aussi de pouvoir sourcer nos talents dont on a besoin pour effectivement soutenir la croissance. Oui, donc nous aussi, on est évidemment à la recherche. Tu viens de le dire, le problème du recrutement, le problème de la croissance, c'est aussi un problème de recrutement. Et donc, c'est plus facile d'arriver à acquérir une entreprise. On peut étendre notre business, on peut renforcer la technologie. Donc, on est bien évidemment à la recherche de ce genre de choses, que ce soit en France ou à l'international. Donc, on est à la recherche. Voilà, je peux pas dire plus, à la recherche. Alors, on parle beaucoup de crise financière ou de difficultés économiques actuelles, mais on a aussi toute la transition climatique, la sobriété dont on nous parle. Ce serait aussi un moyen de faire des économies. Est-ce que vous regardez ça aussi de votre côté sur à la fois votre engagement ESG, le fait de faire peut-être des économies sur vos infrastructures informatiques? Voilà, est-ce que ça aussi c'est un driver qui est à la fois intéressant parce qu'on va vers la transition climatique et en même temps pour faire des économies? Alors oui, il y a vraiment, dans le business qui est le mien, il y a plusieurs manières de voir les choses. Nous, on est assez convaincus et depuis très longtemps du bien fondé de la logique, notamment climatique, mais on va dire RSE, ESG au sens large, dans la gestion et dans son bien fondé. Il y a souvent eu des débats sur est-ce que l'ESG est générateur de performance. Nous, ce qu'on croit, c'est qu'à défaut d'être potentiellement générateur de performance ou de réussir très spécifiquement à le prouver, ne pas l'être sera destructeur de performance. Ça, on en est certain. Donc, d'un point de vue de la gestion d'actifs, il n'y a plus aucun débat là-dessus et il faut se processer là-dessus. La deuxième chose qui est extrêmement importante pour nous avec la casquette Money One, c'est clairement que si l'investisseur est de plus en plus demandeur d'avoir du sens dans ce qu'il fait comme investissement. Donc, le bien fondé de lui proposer des produits de ESG a quelque chose qui a du sens. Par contre, si celui qui lui vend détruit la valeur de l'ESG générée par le produit, ça sert à rien. Donc nous, on positionne le distributeur comme un acteur qui doit être pleinement engagé ESG lui aussi en tant qu'individu. Par exemple, nous, on est capable de calculer la consommation carbone de nos investisseurs au gramme près. Vous investissez X, je sais vous dire que votre investissement va consommer tant, et on vient compenser en tant que distributeur la réalité de cette consommation. Donc, on met les investisseurs en neutre carbone. C'est quelque chose de fondamental, puisque, encore une fois, si le distributeur qui vous vend, il consomme le carbone de l'intérêt que vous avez gagné dans le produit, ça ne sert plus à rien. Votre investissement, il est plus responsable. Et puis, le troisième aspect, alors il s'avère que ça tombe bien, on est convaincu, mais on est filiale d'une banque qui est la seule banque entreprise à mission. Donc à partir de là, c'est plus un sujet, c'est une obligation. Voilà. Donc et elle l'est pas par souci de communication, elle l'est vraiment parce qu'elle est intrinsèquement convaincue. Donc moi je pense que c'est effectivement inéluctable.
Alors nous, on a une approche, bien évidemment, on est tous concernés par le sujet, mais on a une approche intéressante. Donc, la société a commencé il y a longtemps, et en particulier sur le marché africain. Et donc, on a développé dans une logique, j'aime bien ce mot, de frugalité. On a d'ailleurs participé un jour à un atelier avec le labo, les équipes de R&D de Renault, qui avaient détecté qu'on avait une logique frugale de développement et qui nous avaient demandé de venir pitcher, à expliquer aux équipes de R&D ce que c'était que la frugalité en termes de R&D. Et j'avais trouvé ça assez passionnant. Et donc effectivement, nous, on a développé cette culture de frugalité qui est tout à fait dans l'air du temps. Et à titre d'exemple, par exemple, on va utiliser peut-être 10 fois moins de ressources CPU et de mémoire que la plupart des gens qui développent des corps comme les nôtres. Ce genre de choses. Donc en termes de ROI global, on va énormément automatiser, donc on va avoir besoin de beaucoup moins de personnel. Donc on va, on va apporter des services qui sont plus simples. Donc tout ça dans la logique de frugalité. Et moi je pense qu'aujourd'hui la banque, la course à la fonctionnalité absolue, de plus en plus, ça n'a plus beaucoup de sens, et les gens veulent des choses simples, qui marchent bien, qui sont efficaces et qui sont pas chères. Évidemment, la frugalité est associée au fait de pouvoir commercialiser un service économique. Même vision côté Christophe sur la frugalité, parce que tu fais plein d'algorithmes, plein de calculs, alors je sais pas si ça consomme beaucoup de... Oui, si. Non, et ce qui est fascinant, c'est que on sent que ça vient vraiment de façon authentique des nouvelles générations, voilà, des employés qui sont vraiment attentifs à combien de serveurs est-ce que je vais lancer dans le cloud, est-ce que je suis pas en train de lancer un serveur qui est surdimensionné par rapport à ce dont j'ai besoin. Après, il y a tout ce qui est un petit peu de dette technique également. Est-ce que je suis pas en train de construire une usine à gaz? Et donc ça va avec effectivement la frugalité. Ça va jusqu'au après les aspects sociaux de cantines, de déplacements, de séminaires d'entreprise, où il y a vraiment des demandes, et naturellement et de façon profonde des envies de le faire de façon responsable. Pour l'entreprise, c'est super parce que ça permet d'être plus performant économiquement, et puis ça permet aussi de donner un sens finalement à ce qu'on fait dans l'entreprise, et donc d'avoir une meilleure rétention de nos collaborateurs, etc. Donc c'est vraiment vertueux. Donc je ne sais pas si on a couvert tous les sujets autour de cette question de la conjoncture qui change. Vous avez apporté de belles réponses, et je vous remercie beaucoup de votre intervention, et ainsi on clôture cette journée, ce Stage Scale Up. Merci à tous de votre attention. Je vous laisse finir de networker, d'aller voir les dernières plénières, et puis à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.